hein, avant d'être une intervenante de cette semaine de l'amour sacré, c'est mon ami Louise Dolan. Bonjour Louise. Bonjour Anna, bonjour tout le monde. Je vais juste voir Louise qu'on nous voit et qu'on nous entend. Avant de commencer à parler, je ne vois pas encore que les gens sont en connexion. Je vais voir ma... oui, pourtant, on dirait que oui. Je vais voir avec Paola, mon assistante, que c'est celle qui... Alors, Paola... Ah, todo bien. OK. Parce qu'elle elle est vénézuélienne, Paola. Ah, Todo bien. tout va bien. Okay. Muchas gracias, Paola. Quoi? Muchas gracias, Paola. Muchas gracias, Paola. Alors, Louise Dolan, pour la présenter, est tarologue depuis 25 ans. Elle habite en Australie. J'aimerais faire l'applaudir parce qu'imaginez-vous, chez elle, il est 4 heures du matin. La pauvre, la douce, se réveillait à 3h30 du matin pour pouvoir être ici avec nous. Merci, merci, Louise, pour cet effort. Elle a créé Tarot sans frontières. Elle fait des lectures du tarot dans le monde entier. Louise est aussi un grand spécialiste des symboles, hautement intuitive. Moi, je crois qu'elle canalise comme une espèce de les symboles. Et depuis 5 ans, Louise a commencé à étudier profondément le transgénérationnel, à faire des recherches, déjà, je suppose que dans ta propre vie, et à faire des connexions duquel on va nous parler ce soir. Sa conférence s'intitule « Des racines qui attachent aux liens qui libèrent ». Louise, comme avec tous mes autres invités, je sais que derrière chaque sujet, il y a une histoire. Et moi, j'aimerais connaître la tienne. Mais si on est amis, je ne la connais pas. Hein? Donc, je suis très curieuse, si tu viens nous la partager, hein? Très curieuse de connaître l'expérience qui a créé tout ce sujet. Eh bien, tout d'abord, merci Anna de m'avoir invitée et merci à tout le monde d'être ici en présence, en distance, en visuel pour recevoir ce que moi j'ai à mon tour reçu il y a quelques années, effectivement. Alors, mon histoire personnelle par rapport au transgénérationnel, puisque c'est quand même notre sujet ce soir, eh bien, ça s'est passé par le biais d'un écrivain, mais pas que. Les livres de Bert Hellinger. Alors, pour ceux qui ne connaîtraient pas, eh bien, c'est un homme qui, en fait, c'est le père fondateur des constellations familiales. Et entre cette rencontre, à travers ses écrits, et mon désir de comprendre, en fait, mes schémas pathologiques dont j'avais hérité, en fait, de ma famille, de mon arbre, que je voyais encore aux commandes de ma vie quotidienne, et particulièrement dans mon quotidien de mère, je dirais. Et je me suis vraiment sentie interpellée par le transgénérationnel. Alors, c'est grâce à cet écrivain, parce que ça s'est passé en lisant un livre. Donc, comme quoi, on ne sait jamais quand est-ce qu'on peut recevoir quelque chose d'extraordinaire et sous quelle forme. Et donc, j'ai fait une expérience qui en fait a été à la base de ma recherche et de pousser plus loin avec le transgénérationnel, c'est que en lisant, et bien d'un coup, j'ai fait l'expérience, j'ai revu mon regard d'amour inconditionnel envers mes 2 parents à la naissance. C'est-à-dire que, enfin, mon père n'était pas là à ma naissance, mais il est venu après.
Et j'ai revécu la manière dont je les ai vus. Et j'ai revécu cet amour inconditionnel. Et je les ai vus comme ces deux géants fragiles, vulnérables, qui allaient me guider, qui allaient être mes parents. Et moi, j'étais dans un espace, et c'est une mémoire, en fait, qui m'est revenue. Une mémoire préverbale, parce que j'étais un tout petit bébé. Et en fait, j'ai vraiment compris à ce moment-là qu'une mémoire, c'était vivant. C'est-à-dire que ça pouvait se transformer. Et en fait, si vous êtes en lien avec une mémoire, si vous êtes en lien avec une vie passée, eh bien, vous avez une influence sur cette vie passée, même si elle est passée, et de la même chose dans le sens inverse, cette vie passée a une influence sur vous. Et donc, lorsque j'ai intégré cette dimension-là, eh bien, je suis allée plus loin et j'ai voulu faire des passerelles entre ma pratique de tarologue et du tarot et évidemment le transgénérationnel. Et je peux vous dire, et je suis sûre qu'il y aura des gens dans la salle virtuelle qui pourront le confirmer, que 99% des cas, et on m'amène une situation en 2020 et on croit qu'elle est de 2020, mais elle n'est pas du tout de 2020. Elle date de beaucoup, beaucoup plus longtemps. Donc voilà un peu comment je suis arrivée à m'intéresser, à développer en fait ces compétences-là. Alors, Louise, je te remercie vraiment pour ce sujet parce que beaucoup d'entre nous ont des répétitions dans les couples, ont des problèmes dans le couple à répétition, pardon, c'est ça que je voulais dire. Et parfois, oui, on voit on voit des choses déjà de notre enfance qui se reflètent, mais parfois, ce n'est pas évident de voir qu'il y a d'autres influences aussi, que ces influences sont très fortes et que parfois peuvent même nous guider notre vie. Quel regard portes-tu sur ces influences apparemment anciennes ou antérieures à nous, qui est le transgénérationnel? Alors, merci Anna pour cette question. Et si tu me le permets, j'ai vraiment besoin, alors je sais que tu as eu des conférencières qui ont vraiment parlé des besoins, donc je vais exprimer un besoin ici. J'ai vraiment besoin en fait de saluer 5 personnes, et 5 personnes desquelles j'ai beaucoup reçu. Et en fait, pour moi de les saluer, c'est aussi la possibilité de mieux donner. Parce que ce que je vais partager, notre échange ce soir, eh bien, il a été nourri et il est encore nourri de mes rencontres avec ces 5 personnes. Alors, je pourrais citer beaucoup plus de monde, mais bon, on ne va pas passer la nuit, enfin la journée, je devrais dire, non, la nuit, je ne sais plus, à défiler toutes les personnes qui pourraient être concernées, mais j'en ai 5 vraiment, Anna, que j'aimerais vraiment remercier de tout mon cœur. Alors, je ne vais pas prendre longtemps, quelques minutes, si tu es d'accord. Oui. Alors, j'aimerais tout d'abord saluer une femme que j'aime beaucoup et que toi aussi tu aimes beaucoup, je sais, Anna, et qui est une grande philosophe de la relation. Alors, on ne peut pas faire l'économie de son travail, en fait. Et bien sûr, je parle d'Aruna Lipschitz. Elle m'apporte encore au quotidien tellement d'éclairage, je dirais. Ensuite, eh bien, j'aimerais remercier du fond du cœur aussi un grand homme, un grand maître du tarot, Alejandro Jodorowsky, et par extension, quelqu'un d'autre que je ne connais pas personnellement, mais que j'ai rencontré sur Internet, comme on dit, parce qu'il y a tellement de choses qui est possible d'entendre et
auquel on peut se connecter sur Internet, et c'est Éric Laudière, et tu le Mmh. connais très bien. Ouais, ouais, ouais. Il participe au Sommet de la Conscience depuis pas mal d'années, et qui travaille aussi sur les constellations familiales. Et j'ai encore 2 autres personnes, et c'est un neuropsychiatre très connu aussi, c'est Boris Cyrulnik, et en dernier, un scientifique et qui travaille sur l'épigénétique, et c'est Joël de Renet. Voilà. Alors, de tout mon cœur, merci à ces 5 personnes qui, quelque part, sont derrière. On ne les voit pas, on ne sait pas qu'ils sont là, mais ils sont bien là, je peux vous le dire. Alors, merci. Alors maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. Oui, donc quel regard poses-tu sur le transgénérationnel? Alors, en préparant, en contemplant, en étant en connexion avec notre sujet, Anna, on va commencer par justement les racines qui nous attachent. Et j'ai contemplé le mot racine, et je l'ai écrit en gros, comme ça, sur une page. Et en fait, racine, c'est l'anagramme presque exact du mot incarné. C'est intéressant, n'est-ce pas? Mmh. Et il faut répéter le N, mais à part ça, ben, toutes les lettres de racine sont dans le mot incarné. Alors, eh ben, il est nécessaire pour s'incarner de prendre racine. On n'a pas d'autre choix. Si on prend un corps, on s'enracine. On a besoin d'atterrir. Hein? On a besoin de rentrer en terre, prendre un corps. Donc, ces racines qui nous attachent, on en a besoin. Et du coup, eh ben, on sait d'où on vient, en fait. Quand on a des racines, on a la possibilité de retourner à la source, en fait. Et donc, ces racines qui nous attachent, elles sont nécessaires je dirais, à la condition humaine. Alors, quand je fais l'analyse ou l'étude du chemin de vie, Anna, je parle beaucoup justement de la descente et du fait qu'on choisit nos parents, et par le fait qu'on choisisse nos parents, eh bien, on choisit notre arbre. Parce qu'ils sont déjà, eux, attachés à leur arbre respectif. Donc, je fais partie des gens, et il y a plusieurs personnes qui sont évidemment dans cette lignée, dans cette approche, que ce qui est dans l'arbre, on en a besoin. On en a besoin pour évoluer. Donc, ce n'est pas forcément la blessure des ancêtres qui nous empoisonne la vie, qui nous empoisonne notre couple. Mais c'est parce qu'on a besoin de se connecter, à rafraîchir la mémoire, justement. Parce que qu'est-ce qui se passe quand on descend? Eh bien, on oublie. On oublie pourquoi on descend, on oublie pourquoi on vient. Qu'est-ce qu'on fout là? On sort et on se dit, mais c'est quoi cette histoire, quoi? Qu'est-ce qu'on vient faire? On a tout oublié. On ne sait pas marcher, pas manger, pas parler. Il faut tout recommencer. Alors qu'on l'a fait des millions de fois. Donc, il faut bien qu'on ait un moyen pour se rappeler qu'est-ce qu'on vient faire. Et c'est pour ça que j'appelle la famille un système parfait de piqûre de rappel. C'est-à-dire que c'est dans la famille qui va nous aider à nous souvenir. Et on va se souvenir de quoi? De mémoires aussi douloureuses parce qu'elles n'ont pas été nettoyées, parce qu'il y a des choses inaccomplies. Alors, c'est les inaccomplis de nos ancêtres, mais ce sont aussi les nôtres. Alors, j'aime penser à un lien, à une résonance entre l'arbre que l'on choisit parce qu'on vient et on s'incarne et on choisit notre arbre, et puis ce qu'on est là en train de faire et ce qu'on veut accomplir. Donc, on rentre en résonance avec cet arbre. Et c'est là que j'ai beaucoup appris par rapport justement à l'épigénétique, et j'ai presque envie de dire à l'épigénérationnel.
Alors, j'aimerais faire quelques définitions, si tu veux bien, Anna, ici, pour qu'on soit bien clair avec certains termes qu'on utilise. Alors, par exemple, on utilise l'intergénérationnel. Alors, l'intergénérationnel, c'est la transmission consciente d'un patrimoine, de biens, de terres, de titres, d'argent, de dettes, de litiges, de tout ce que vous voulez, mais c'est conscient. Ça, c'est l'intergénérationnel. Puis on a le transgénérationnel, c'est aussi une transmission, mais elle est inconsciente. Et c'est pas parce qu'elle est inconsciente qu'elle est moins puissante. Bien, c'est tout le contraire. Donc, il y a une transmission de blessures, il y a une transmission de réflexes émotionnels c'est comme des acquis en fait. Donc, à l'extérieur, eh bien, vos grands-parents ou vos arrière-grands-parents, ils ont acquis des terres, un business, enfin je ne sais quoi, et puis vous l'héritez. Et puis, ils ont aussi acquis des réflexes parce qu'ils ont eu des blessures, parce qu'ils ont eu des histoires, et on les hérite aussi. Mais on les hérite parce qu'on a besoin de les hériter. C'est pas une plague, comme on dit. Et ça, c'est très important pour sortir du sentiment de victime. Et on entend beaucoup, hein, on parle de la télévision il y a quelques instants avec Anna, des nouvelles, ce qu'on reçoit, et on entend beaucoup, si on est mal né, hein, s'il était né dans une famille d'avocats, il ne serait pas dans la rue aujourd'hui, je ne sais quoi, ou le contraire. Et en fait, c'est pas vraiment ce qui se passe, quoi. On choisit. Et des fois, c'est difficile d'avaler la couleuvre de ce qu'on a choisi. C'est pas facile de se dire, mais pourquoi j'ai choisi cet arbre-là, quoi? Parce qu'il y a exactement ce qu'il faut dedans. Donc ça, c'est quelque chose d'important. Alors, pour en venir à l'épigénétique et à l'épigénérationnel, parce que je fais un lien. Alors, est-ce que je parle très brièvement d'une petite définition de l'épigénétique, tu crois, pour qu'on soit d'accord de ce qu'on parle? Ouais, t'es d'accord? Vas-y. Oui. Okay. Donc, l'épigénétique, c'est en fait, et c'est de là cette image qui me plaît beaucoup, parce que j'adore les images, j'adore les symboles. Alors, je vais vous la partager. Imaginez des tiroirs entassés les uns sur les autres, comme ça, et ils sont fermés à clé. Et en fait, dans chaque tiroir, il y a le code génétique et tous les programmes qui vont avec, qui font la vie, qui font marcher la vie, quoi. Et l'épigénétique explique que c'est pas la génétique reste ce qu'elle est, c'est-à-dire que l'ADN, il n'y a pas de changement d'ADN, mais en fait, c'est notre comportement qui va nous permettre en fait de sécréter dans le corps, donc ça c'est biologique, l'épigénétique, dans le corps des molécules qui en fait agissent comme des clés. Donc vous avez vos petits tiroirs et les molécules agissent comme des clés et soit elles ouvrent le tiroir, soit elles ferment le tiroir. Donc on dit en langage scientifique, on exprime un gène, on le met en mode silencieux. Eh bien, j'aimerais étirer cette analogie justement à enfin c'est pas un mot, je l'invente, à transgénérationnalité ou l'épigénérationnel, c'est-à-dire que vos petits tiroirs sont vos mémoires. Alors, comme les comportements, les clés, où on attrape les clés pour ouvrir nos petits tiroirs des mémoires, eh bien justement, c'est dans le relationnel. C'est dans la relation que ça se passe. Alors évidemment, ça ne se passe pas que dans la relation de couple, ça se passe dans toutes les relations, mais la relation de couple est particulièrement privilégiée pour ouvrir les mémoires, je dirais. Il y a l'abondance des tiroirs. Voilà. Donc, en fait, on ne sait pas qu'on a une mémoire. Et comment on va le savoir?
eh bien, on a besoin de le savoir puisqu'on s'est attaché à ce système où il y a la mémoire, elle est déjà là. Et donc, elle est en lien avec ce dont on a besoin. Donc, il va bien falloir ouvrir le tiroir. Quand on ouvre le tiroir, eh bien, c'est pas forcément joyeux ce qu'on va y trouver tout de suite. Donc, il y a un travail, en fait. C'est du boulot, comme on dit. Donc, la relation, et donc, il y a plein de gens déjà qui en ont parlé dans les conférences d'hier, donc je ne vais pas insister sur l'aspect miroir des choses et de la relation, mais c'est très, très important quand même. C'est-à-dire que l'autre nous fait un miroir, et ce miroir, et donc, quelque part, il nous donne une clé qui va ouvrir un petit tiroir et qui va réveiller une mémoire qui était toujours là, qui a toujours été là, et qui sera là pour la nuit des temps, mais seulement on a la possibilité de la nettoyer. Voilà. Et donc, j'aimerais faire un bond en arrière, si tu me permets un peu de gymnastique ce matin, Anna. J'aimerais revenir justement à ce qui s'est passé quand j'ai fait cette expérience, parce qu'en même temps que j'ai découvert le transgénérationnel, j'ai découvert l'outil qui va avec. Et l'outil, tu le connais toi, c'est la prière Ho'oponopono. Et en découvrant cette prière, et pour ceux qui ne sont pas adeptes ou qui ne connaissent pas ce que c'est, eh bien, c'est une prière de réconciliation. Elle était pratiquée par les tribus hawaïennes, donc en groupe, et ils se rassemblaient pour se réconcilier quand il y avait un conflit dans la tribu, pour faire simple. Et en fait, le père contemporain du Ho'oponopono, Dr. Len, l'a élaboré, façon de parler, pour l'occidentaliser aussi, et il en a fait une prière pour s'aider soi-même, en fait, à se réconcilier avec les parties de nous-mêmes qui peuvent être enfermées dans ces petits tiroirs. Donc, une relation, elle est faite aussi pour réintégrer ces parties de soi. On les réveille, on les nettoie, on les intègre et on passe à autre chose. Et c'est une dynamique très, très puissante. Parce que, alors ça, c'est pas moi qui le dis, c'est le neuropsychiatre Boris Cyrulnik, il parle des mémoires saines. Et la mémoire saine, heureuse, dirons-nous, c'est une mémoire évolutive. Elle bouge, elle vit, elle est en mouvement. Une mémoire traumatique, c'est une mémoire figée, fixée. Et donc, d'aller ouvrir nos petits tiroirs, de récupérer des clés au travers d'une relation, et on ouvre nos petits tiroirs et on fait notre petit ménage. En fait, on arrive à plus d'intégrité intérieure, et du coup, eh bien, tous ces trous et ces manques qu'on veut que l'autre comble, eh bien, ça commence à vraiment fonctionner différemment. On peut le dire. Mais, attends. Oui. Non, je pensais que tu finissais ta réponse. Mais... Oui. Non, mais j'ai d'autres. Évidemment, j'ai un petit peu réfléchi à comment faire en sorte de vous donner aussi ce soir à réfléchir sur votre propre arbre, ce que vous en connaissez, sur vos mémoires, sur ce que vous avez perçu d'avoir reçu comme acquis de l'arbre. Parce que, en fait, je me disais que ça serait sympa et intéressant pour vous de voir comment les 4 centres énergétiques, lorsqu'ils sont en déséquilibre, lorsque l'un colonise l'autre, ça c'est un terme que Jodorowsky emploie, que j'aime beaucoup, parce que c'est très visuel, la colonisation. C'est-à-dire que c'est un centre qui colonise l'autre. Et alors, je vais présenter, si tu veux bien, les 4 centres qui sont attachés en fait au tarot aussi, avec les arcanes mineurs.
Donc, on a les arcanes, les deniers. Et le denier, c'est le centre matériel. Donc, c'est l'énergie de la terre. Donc, les 4 centres, ils sont aussi en lien avec, évidemment, les 4 éléments. Donc, la terre, c'est les deniers. Donc, c'est le corps, l'argent et tout ce qui a à voir avec les besoins du corps. L'hygiène, la nourriture, etc. Donc, ça, c'est le centre matériel. Ensuite, on a les bâtons dans le tarot. Et les bâtons, c'est en lien avec le feu. Donc, c'est en lien avec la libido. Ça, c'est un centre dont on va parler parce que c'est aussi un centre très important dans la relation de couple. Et c'est la créativité. Et donc, ça c'est les bâtons. Ensuite, c'est le centre, il peut être mental, intellectuel et émotionnel avec les épées. Et donc, c'est les 3 étages de l'esprit. Donc, le mental, c'est l'étage le plus dense, le plus bas. L'intellectuel, c'est le mental raffiné, dirons-nous. Et puis, le plus haut, c'est le spirituel. Donc ça, c'est le centre intellectuel spirituel, on va l'appeler comme ça. Et puis le dernier, qui correspond à l'eau, c'est aux coupes dans le tarot. Et évidemment, vous avez tous entendu parler de l'expression le courant passe. Le courant passe entre nous. Hein. C'est une expression populaire qui veut bien dire que en fait, l'eau transmet. On sait tous que l'eau contient la mémoire du monde. On sait tous que l'eau, eh bien, c'est comme ça que l'homéopathie fonctionne, en dilution. Et c'est par la dilution que l'eau retient la mémoire d'une substance. Donc, l'eau, c'est le centre émotionnel. Et donc, ce sont ces 4 centres, en lien avec les 4 éléments, qui sont intéressants d'aller voir comment, dans vos arbres personnels, eh bien, il y a eu des colonisations. Alors, on va prendre quelques exemples pour en parler, si tu veux. Ouais. Et pourquoi ça colonise, entre autres? Pourquoi ça existe, ces colonisations? Eh bien, ça existe parce que il y a eu des expériences, il y a eu des générations avant nous qui se sont brisées sur des gros écueils. Donc, il y a eu des cassures psychiques, mentales, émotionnelles, physiques, intellectuelles, enfin tout ce que vous voulez, qui fait qu'il y a eu dans ces générations-là des réflexes qui se sont mis en place justement pour éviter la zone de souffrance. Et ça, c'est, si vous avez l'occasion d'écouter justement Éric Laudière, il est passionnant sur justement comment il explique les zones enquistées. Ça, c'est son terme à lui que j'aime beaucoup. Alors, si vous savez ce que c'est un kyste dans le corps, eh bien, c'est une petite poubelle en fait, un kyste. Ça ramasse toutes les petites toxines qui se trimballent et que le corps ne peut pas gérer autrement que de les mettre dans un petit boule dure et ça les tient en place. C'est-à-dire que ça empêche que ces toxines circulent de partout. Et donc, on voit bien que pour empêcher que la douleur envahisse, la douleur évidemment psychique, émotionnelle, etc., envahit, eh bien, on enquiste l'expérience, mais seulement l'enquistage, eh bien, ça crée une boule comme ça. Alors, j'utilise mon poing pour représenter le kyste. Et donc, vous avez une énergie qui circule, et quand elle circule bien, eh bien, elle devrait passer à travers. Mais justement, il y a un gros morceau et c'est impossible. Donc, l'énergie, il faut qu'elle tourne autour, il faut qu'elle trouve d'autres chemins. Et c'est ça les acquis dont on parle, qui ont transformé l'amour, le flux d'amour qui est dans l'arbre. Et quand on regarde un arbre, quand on voit des nœuds, il y a
l'arbre physique, et ben c'est un peu comme ça, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui s'est passé autour, et puis ça a fait un nœud. Et ce nœud, ben, ils sont dans des petits tiroirs, et ce sont des mémoires inconscientes qui n'ont pas été nettoyées. Alors il faut quand même dire que, puisque quand on s'incarne dans un arbre, et que si on descend dans les générations très profondes, eh bien, on arrive à l'arbre premier quelque part. Donc, tous les arbres, à un moment donné, se réunissent et deviennent l'arbre premier. Donc, ça, c'est les mémoires archaïques. C'est des mémoires très, 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 très anciennes. Alors, le transgénérationnel, c'est entre votre génération ou vos enfants, et puis on descend 5 ou 6 générations. Et on dit qu'après la 6e génération, l'inconscient familial bascule, se fond dans l'inconscient collectif. Hein. Donc, évidemment, on le trimballe aussi, hein, c'est là aussi. Mais pour revenir à l'exemple et aux mémoires, on ne va pas ouvrir tous les tiroirs. On n'a pas besoin d'ouvrir tous les tiroirs parce que ce serait complètement impossible dans une vie. Le corps ne pourrait pas tenir d'aller ouvrir tous nos tiroirs mémoriels et aller explorer absolument toutes nos vies antérieures et les vies antérieures de nos ancêtres, etc. Donc, on va s'occuper de quelques petits tiroirs. On est bien d'accord. Autrement, c'est pas possible. Mais c'est parfait. On n'a pas besoin de faire tous les tiroirs. Et ça, c'est important parce que, par exemple, souvent, on me pose la question, bon, ben, moi, j'ai un frère, j'ai une sœur, eh bien, on n'a pas du tout le même rapport à notre arbre. Évidemment, parce qu'on n'ouvre pas les mêmes tiroirs. On n'a pas les mêmes relations avec les hommes et les femmes. Et oui, ils n'ont pas les mêmes relations avec les hommes et les femmes, ils n'ont pas les mêmes histoires dans leur vie, enfin bref, ils n'ont rien à voir les uns avec les autres. Et pourtant, ils sont frères et sœurs. Et donc, et ça existe parce qu'ils sont en lien, et justement, c'est le lien qui crée la vivance de la mémoire. La mémoire, elle est vivante si on est en lien avec. C'est comme le gène dans l'épigénétique. Eh bien, il est vivant s'il y a la clé pour ouvrir le petit tiroir génétique. Autrement, il ne s'exprime pas. Et donc, c'est pour ça qu'il y a des, ça saute des générations, on dit. Eh bien, c'est pareil. C'est pareil avec le transgénérationnel. Souvent, les petits-enfants sont en lien avec les grands-parents. Ça saute une génération. Donc, le côté enquisté dont on parlait il y a quelques minutes, c'est-à-dire la partie d'une souffrance ingérable. C'est ça le kyste. C'est une souffrance qui n'a pas pu être gérée par quelqu'un de l'arbre, mais il faut vous dire que c'est aussi la vôtre. C'est pas que la grand-mère qui aurait pu passer autre chose, quoi, qui aurait pu transmettre autre chose. Non, on en a besoin. On se relie à cette partie de l'arbre. Et donc, cette souffrance, on l'enferme parce qu'elle est ingérable et en fait, elle est interdite d'accès. Et c'est souvent pour ça que ça saute des générations. Parce qu'on n'y accède pas du tout dans une génération et l'autre, elle devient présente. Louise, est-ce que tu peux nous donner quelques exemples pour que les gens puissent s'identifier? Oui, j'y arrive. Alors, je voulais justement vous donner l'occasion de penser à votre arbre et à quelle pourrait être une décolonisation majeure qui a pu se passer entre vos centres énergétiques. Alors, on va prendre un exemple. Lorsque le centre matériel colonise le centre émotionnel. Alors, souvent, je vais donner un petit scénario, quoi, qui a pu se passer dans l'arbre. Souvent, ça vient des parents à un moment donné, donc c'est pas forcément les vôtres, ça peut être plus haut dans l'arbre ou plus loin. Ça dépend de quel point de vue vous vous situez, ou plus bas. Alors, oui, vous avez des parents qui
qui ont transmis leur amour en disant à leurs enfants, je vous donne à manger parce que je vous aime. Donc, ils ont pris la nourriture, les biens matériels, le confort matériel comme un langage d'amour. Et donc, ils ont exprimé leur affect et leur affection pour leurs enfants par le matériel. Parce que l'émotionnel, qui aurait dû être le langage, parce que le centre matériel n'est pas le centre par lequel, ou les énergies par lesquelles on exprime. C'est pas le langage de l'amour. Et pourtant, eh bien, c'est le langage, c'est comme ça qu'ils ont aimé leur enfant. Donc, je te donne à manger parce que je t'aime. D'accord? Alors, on peut être sûr que ces parents-là, eh bien, quelque part, ils ont peut-être crevé de faim pendant une guerre, ils n'ont peut-être pas eu à manger, ou alors, plus loin dans l'arbre, il y a eu des famines, il y a eu des ancêtres morts de faim, etc. Donc, le centre matériel a été la manière de guérir de cette blessure, c'est-à-dire de faire en sorte qu'on ne manque pas de nourriture et que tout l'amour passait par ce canal. Alors, vous êtes l'enfant de cette histoire. Eh bien, qu'est-ce que ça veut dire que lorsque vous avez un besoin émotionnel, qu'est-ce que vous allez faire à votre avis? Manger. Et oui, parce que c'est comme ça que vous avez appris le langage. Vous avez appris le langage de l'amour à travers le centre matériel et donc le corps. Et donc, si c'est, on va prendre un autre exemple, si c'est le centre intellectuel qui colonise l'émotionnel, eh bien, j'ai des émotions, je ne peux pas les sentir, mais je peux les expliquer. Alors, évidemment, pour aller dans l'amour sacré, pour aller dans l'espace de l'amour sacré, eh bien, c'est aussi aller dans le rééquilibrage de ces quatre centres énergétiques pour que quand on a un besoin émotionnel, eh bien, on va prendre un langage émotionnel et non pas un langage corporel. Alors, la bonne nouvelle de cette histoire-là, c'est que eh bien, le centre colonisateur, donc dans notre exemple, c'est le centre matériel, eh bien, ça va devenir l'allié. Il est votre allié. Alors, comment ça? Eh bien, si on revient à l'exemple, lorsque vous avez un besoin émotionnel, il faut écouter le corps. Parce que le corps va vous dire, et le corps ne ment jamais. Ça, vous pouvez être certain, le corps ne ment jamais. Donc, il va vous dire, j'ai faim, j'ai pas faim. Il va vous dire. Donc, si votre corps vous dit, j'ai faim, eh ben, vous mangez. Donc, vous êtes dans le langage matériel du corps et la nourriture étant ce qui nourrit le corps. Mais si vous n'avez pas faim, vous allez nourrir votre besoin autrement. Alors, nourrir un besoin émotionnel, ça peut passer par le corps, mais pas forcément par la nourriture. Ça peut passer par un massage, par exemple. Mais le lien qu'il y avait en relation avec ce qu'on a reçu, donc un acquis, une habitude générationnelle, nous, dans la famille, on donne à manger aux enfants parce qu'on a crevé de faim avant, donc on fait en sorte que personne n'a faim. Mais on s'occupe pas si l'enfant il est en train d'être affamé émotionnellement, parce que ça suffit. Si on s'occupe du corps, ça suffit. Eh bien non, ça suffit pas, évidemment. Donc, je vous suggère d'aller voir dans vos arbres et de comprendre qui a colonisé quoi et comment. Et vous allez voir qu'en fait, ça va vous aider à remettre en place les langages qui
correspond au centre énergétique. Et que le langage du corps, les besoins du corps, la nourriture, l'hygiène, etc., le chaud, le froid, tout ce que vous voulez, eh bien ça c'est le langage du corps. Et le langage émotionnel, c'est autre chose. Le langage, évidemment, sexuel, eh bien c'est autre chose. Alors, tu veux un autre exemple par rapport au Alors, sexuel? oui, mais j'ai beaucoup de questions à te poser, Louise, hein. Allez, alors on peut avancer parce que là, je vous donne. On est à 40 minutes. Et rappelle-toi que c'est 1 heure, hein. D'accord. Alors, voilà, donc on va arrêter et on va passer quelque part à ta question. Voilà. Alors, mais je suis. Est-ce que rapidement tu peux me donner un exemple du centre sexuel parce que c'est la semaine quand même de l'amour sacré. Rapidement, parce que j'ai beaucoup de choses à te. Voilà. Beaucoup de Alors, questions. très rapidement, si en fait le centre sexuel est colonisateur, c'est-à-dire qu'il envahit les autres, s'il envahit le centre émotionnel, eh bien, ça devient de la possessivité, quoi. Donc, et ça peut aller jusqu'à la violence. Donc, lorsque vous écoutez la télévision et que vous entendez la litanie des crimes sexuels, parce qu'il y en a quand même, il faut le dire, eh bien, vous pouvez être certain que les personnes impliquées dans ces actions-là, eh bien, ils ont un centre libido-sexuel dominant et colonisateur du centre émotionnel et du centre matériel, évidemment, puisque ça va jusqu'au sévice physique. C'est-à-dire que ça va jusqu'à donner la mort à quelqu'un, à battre quelqu'un jusqu'à la mort, quoi. Donc, évidemment, ça c'est extrême comme exemple. Mais par exemple, s'il envahit, s'il colonise l'intellect, le centre intellectuel, le centre spirituel, eh ben ça fait de l'obsession sexuelle. On pense qu'à ça, on veut que ça. Il n'y a rien d'autre. La sexualité devient une obsession. Et souvent, je dirais qu'il y a un côté dans la séduction. Ça serait plutôt aussi le débordement de la libido sur le corps, donc sur le centre matériel, c'est-à-dire que le corps n'est qu'un objet de séduction pour attirer sa proie. Donc ça, c'est des déséquilibres entre le centre de la libido et les autres. Voilà. Je t'ai dit très rapidement pour donner des idées, des images. Alors, vas-y. Merci, Louise. En fait, j'aimerais que tu nous parles, parce que je connais ton travail, et j'aimerais que tu nous parles des relations de guérison. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'une relation de guérison? Eh bien, on peut le dire, franchement, que toutes nos relations sont des relations de guérison. Alors, vous avez 2 types, une consciente et une inconsciente. Alors, on ne va pas vraiment parler des relations de guérison inconsciente, parce que j'imagine que si vous êtes là, eh bien, vous êtes déjà dans des relations de guérison consciente, dans votre couple ou dans d'autres relations, si vous n'êtes pas en couple. Et en fait, la relation de guérison, eh bien, elle va œuvrer, si je peux dire, dans le rééquilibrage du donner et du recevoir. Parce que dans la relation, c'est l'échange. On donne, on reçoit, on donne. Et c'est là où on gagne en réciprocité, quoi. Alors évidemment, toute relation de guérison est une relation miroir, on en a déjà parlé. Et en fait, ça nous permet dans le couple, de gagner en authenticité. C'est-à-dire que j'accepte que toi, tu me fasses un miroir de ce que moi je porte, qui n'est pas en harmonie avec moi-même. Je le prends, je travaille avec moi-même, parce que c'est pas toi qui est le problème, c'est en moi. Et
je reviens vers toi avec, après avoir fait mon travail personnel et on avance. Donc, c'est ça la relation de guérison consciente. Et ce qui est intéressant, Anna, et que j'aimerais partager ici ce soir, ce matin, c'est l'autre jour, parce que quand enfin moi c'est comme ça que ça se passe pour moi, quand je sais que je vais intervenir comme ça, ben il y a un côté en moi qui est habité par la conférence, n'est-ce pas? Je me laisse habiter par ça. Et je me suis réveillée avec une phrase dans la tête et je me suis dit, bah tiens, ça c'est pour la conférence. Et la phrase, je vous la livre, on ne voit pas ce que l'on est et on n'est pas ce que l'on voit. Alors, on n'est pas ce que, on ne voit pas ce que l'on est, ça c'est vraiment, on a besoin d'un miroir, c'est essentiel pour avancer. On est fait comme ça, on n'est pas capable de voir ses yeux. Nos yeux voient tout sauf eux-mêmes. On ne peut pas voir ses yeux. Et on ne peut pas voir son visage vraiment. Enfin, un tout petit bout, un peu le bout de son nez, à part ça, c'est tout. Et la physiologie, la morphologie nous indique qu'on ne peut pas voir, hein, on ne voit pas ce que l'on est. Donc ça, c'est la première partie de la phrase. Mais on n'est pas ce que l'on voit. Ça veut dire quoi? Eh bien, moi, j'ai interprété comme ça. C'est-à-dire que même dans votre relation, si l'autre vous fait un miroir plutôt négatif de quelque chose qui est en vous, que vous n'aimez pas, qui vous limite, qui vous dégoûte, etc., eh bien, quand même si vous le voyez dans le miroir, eh bien, ce n'est quand même pas vous, parce que vous êtes autre chose. Cette partie-là de vous qui n'est pas aimée, eh bien, justement, c'est la partie à réintégrer, à ramener à la maison, quelque part. Donc, à aller prendre la clé du compagnon et d'ouvrir le petit tiroir qui est notre mémoire, nettoyer avec un bon Ho'oponopono et commencer à remettre de l'amour sur cette partie de soi. Et donc, du coup, eh bien, ça va être vraiment ce que l'on est, c'est l'amour qu'on remet sur soi. Donc, on n'est pas ce que l'on voit non plus. Et donc, ça, c'est en gros la relation de guérison. C'est-à-dire que c'est du travail et que toute relation de guérison a le potentiel d'aller vers la relation d'amour sacré, d'amour conscient, et qu'en fait d'aller du 100% à du 100%, donc du 200%. C'est-à-dire que je ne suis pas celle qui va combler les manques de l'autre et vice-versa. Je suis entière, il est entier, et ensemble, on fait un tout. Et donc, sans guérison, c'est très difficile hein, de vivre un amour conscient, un amour plein, un amour divin, et d'aller dans cette direction-là. Alors, si tu veux bien, parce que l'heure tourne, je vais parler d'un scénario, voilà, c'est le meilleur mot que je pourrais utiliser, qui est très commun. Alors peut-être que certains d'entre vous et certaines d'entre vous vont se reconnaître. Et donc, c'est lorsque la femme n'est pas qu'une femme dans le couple et que l'homme n'est pas qu'un homme. Alors, pour les couples d'homosexuels, pour les couples homosexuels, je devrais dire, eh bien, c'est pareil. Si vous vous sentez homme et que vous êtes femme, eh bien, prenez la version homme de mon exemple. Masculin et féminin, plutôt. Voilà. Donc, c'est pour toutes les relations. Hein. Il n'y a pas de, on ne parle pas que de l'hétérosexualité ici. Donc, on n'est pas que femme, on n'est pas que homme. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre attaché? Évidemment, ça fait partie des mémoires, de l'arbre, de comment on était éduqué, etc. Et donc, il y a la femme mère. Et la femme mère, elle va attirer l'homme enfant. Ça, vous pouvez en être sûr. Donc, on va. Oui, tu te sens concernée? Je connais. Alors, donc, c'est un scénario très commun. Alors, qu'est-ce que fait une femme mère? Eh bien, elle prend soin de son homme. Elle prend soin de son homme, elle est hyper responsable pour le couple, dans le couple. Elle est là, elle fait en sorte que tout
marche bien. Alors en fait, la femme mère, elle a un grand besoin de donner parce qu'elle a elle a beaucoup, beaucoup de mal à recevoir. Alors, on accuse l'autre de ne pas donner et en fait, c'est nous qui ne pouvons pas recevoir. Et ça, c'est important. Et pourquoi elle a tant de problèmes, cette femme mère, à recevoir? Parce qu'elle est dans le rendre. Et on est dans le rendre parce que, alors on rend service, on se rend utile, on retourne l'ascenseur, comme on dit merci, mais quand on dit merci, on rend quelque chose. On n'est pas en accusé de réception, comme dirait Aruna Lipchitz. Donc, la femme mère s'épuise dans la relation. Parce que, au bout du compte, si elle ne reçoit rien, parce qu'elle ne se donne pas les moyens de recevoir, eh bien, elle n'aura plus rien à donner. Et les scénarios qui peuvent sortir comme ça du chapeau pour les femmes mères, eh bien, c'est que d'un coup, alors qu'à l'extérieur, l'idée qu'on se fait de ce couple, oh, c'est formidable, ils s'entendent bien, etc. Et d'un coup, ben voilà, c'est le divorce, c'est la séparation, ça vient comme un cheveu sur la soupe, personne s'y attend. Ça tombe comme un pouf, comme un coup près. Ça, c'est très, très commun. Et ce que j'aimerais dire aussi, alors c'est pour faire un lien avec l'arbre, c'est que ben, la femme enfant, elle ne veut pas recevoir parce qu'elle ne veut pas se mettre en dette. Donc, il y a un problème de dette, en fait, dans cette formule d'être en relation et d'être une femme, de ne pas être une femme-femme, mais d'être une femme-mère dans la relation. Alors, évidemment, ce n'est pas top hein, au niveau relationnel, particulièrement au niveau sexuel, parce que eh ben, on prend soin d'un enfant, ben, c'est compliqué d'avoir un homme dans le lit quand, ben, voilà, quand on est dans le lien avec l'homme-enfant. Quoi. La liberté sexuelle est entravée, on peut dire. Et alors, on va parler des peurs, en fait, des peurs de cette femme enfant, parce que, pardon, la femme mère, parce qu'elle a en fait peur de faire du mal. Elle a peur de faire du mal à l'autre. Donc, elle accepte beaucoup de choses à cause de cette peur. Et alors, on pourrait croire que la peur du mal, de faire du mal à l'autre, part d'un bon sentiment quand même. On pourrait se dire ça quand même. Et en fait, eh bien, en fait, elle compense. Elle compense une mémoire mal nettoyée, une mémoire qui l'encombre en fait dans sa relation. Et la mémoire, c'est la mémoire de la mauvaise mère, évidemment. C'est la mémoire des mères abusives, de la maltraitance maternelle, des choses de cet ordre-là. Et en plus, il y a la mémoire d'une dette. Donc, elle est sans arrêt, la femme mère, à repayer sa dette, à donner pour aller au bout de cette dette. Et en même temps, eh bien, elle se prive complètement de la relation, de la possibilité de la relation. Alors évidemment, de l'autre côté, eh ben, l'homme-enfant, qu'est-ce que ça lui fait quoi, lui, d'avoir une femme mère? Eh bien, ça l'arrange, quelque part. Parce que l'homme-enfant, il aime recevoir, lui. Donc, la femme mère, elle donne, et ben, l'homme-enfant, il est là, c'est génial, quoi. Je reçois. Mais il n'est pas vraiment un homme. Il est un enfant, donc il est attendrissant pour la femme mère. On l'aime, on a de la tendresse, et lui, il est très ouvert à recevoir, et il a un grand besoin de recevoir. Donc il est en déséquilibre de son côté, comme la femme mère est en déséquilibre du sien. Donc c'est pas que la faute de l'autre qui ne donne pas, et ce n'est pas que la faute de l'autre qui ne fait que recevoir non plus. C'est une conscience à gagner. Alors si vous êtes dans ce schéma-là,
eh bien, et c'est compliqué pour l'homme-enfant quand il devient papa, faut le dire ce qu'il y a. Parce qu'il est en compétition immédiate avec les petits, hein. Ça, c'est sûr. Donc, qu'est-ce qui se passe? Eh ben oui, ben non, je suis jaloux. Jaloux de l'enfant. Alors, c'est compliqué. Alors, si vous êtes un enfant qui est né d'un papa qui est homme, enfant avec sa femme, eh ben, c'est compliqué pour vous, enfant. Parce que vous êtes en compétition, vous ne savez pas pourquoi, quoi. Donc, c'est très intéressant de voir tous ces schémas. Alors, il y en a beaucoup, hein. Donc, attends, juste, c'est-à-dire, à travers ce schéma, tu es en train de nous dire qu'on est en train de compenser dans des rôles qu'on prend dans le couple, parce qu'on parle du couple, mais c'est partout, on parle du couple, et des failles, si on peut dire, de l'arbre. C'est ça que Oui, tu es en train de nous expliquer. oui, et c'est-à-dire qu'on a acquis des réflexes qui sont qui ont été acquis par nos ancêtres, qui ont été transmis comme la marche à suivre quelque part. Et donc, on voit bien que quand on va plus loin et qu'on rejoint l'inconscient collectif, eh bien, on voit comment les femmes ont été traitées pendant 2000 ans, quoi. Plus. Et plus, mais avant, il y a eu du matriarcat aussi. Et comment on a traité les hommes, comment on les a castrés, donc ils ont un souvenir aussi, ils ont des mémoires aussi. Donc, et c'est pas l'un contre l'autre, mais c'est l'un avec l'autre. Donc, quand on est dans cette dynamique, il faut qu'il me donne, alors qu'on ne peut pas recevoir, c'est une formule impossible à résoudre. Parce que l'homme-enfant, lui aussi, il a envie d'être homme-homme, comme la femme-mère a envie d'être femme-femme. Mais il va bien falloir ouvrir quelque part son cœur à recevoir de cet homme. Parce qu'autrement, comment il va pouvoir apprendre à donner, quoi, dans la relation? Il va bien falloir que ça se passe au niveau du donner et du recevoir. Et eh bien, oui, on compense complètement. On est tout le temps en train de compenser, quoi. Et pourquoi on compense? Pour éviter à n'importe quel prix, coûte que coûte, d'éviter le travail sur soi. C'est ça la compensation. C'est je ne veux pas savoir mes trucs, je ne veux pas aller voir. Alors évidemment, eh bien on peut dire qu'on est quand même adepte d'aller chercher et de nettoyer nos mémoires. Autrement, on ne serait pas là, quoi. Mais en fait, comme tel que je le vois, c'est pas du travail sur ça, c'est de faire face à la mémoire qu'on porte, qui est très douloureuse, finalement. Et c'est de dire qu'on la porte et de voir qu'il y a des conséquences et qu'il y a aussi des choix à faire. Donc, c'est aller aussi travailler dans ces peurs. Et ça me rappelle une petite histoire symbolico-initiatique, on pourrait l'appeler comme ça, qui est très drôle. Donc, on l'appelle l'histoire du chaman. Alors, et il dit, tu arrives à l'hôtel et il y a plusieurs chambres. Donc, il y a la chambre de la peur. Elle n'est pas chère et tu peux en plus négocier le prix. Et puis, il y a la chambre de l'amour inconditionnel, de l'amour sacré. C'est la plus chère car il faut tout donner. Et c'est très intéressant de voir qu'en fait, la peur, eh bien, comme le disent les initiés, c'est le gardien du seuil. Donc, la peur, c'est le gardien des mémoires douloureuses. Donc, si on ne s'approche pas de ces peurs, on ne s'approche pas de ces tiroirs. On ne va pas aller voir dedans. Et la relation, elle fait peur parce qu'on a peur de perdre, la peur d'être trompé, la peur d'être maltraité. Enfin bref, tout peut sortir dans une relation. Que d'ailleurs, c'est souvent les mémoires de l'arbre, tous ces peurs-là. Oui, mais c'est aussi en lien avec nos propres vies passées, nos karmas en fait.
L'arbre est en lien, il est en résonance. Moi, c'est comme ça que j'aime parler. Il est en résonance, c'est-à-dire que c'est parce que c'est dans l'arbre que ça vous permet d'aller voir des choses qui sont en vous, mais l'arbre vous le met en résonance. Donc, vous entendez, quoi. C'est comme, ça devient perceptible. Merci, Louise. Alors, une fois, tu m'as dit quelque chose qui m'a vraiment marqué, parce que Louise, je travaille avec elle, c'est une partie mon ami et mon thérapeute aussi, et un jour, tu m'as dit, tu peux maintenant sortir de l'arbre. Moi, cette phrase m'a vraiment touchée. Est-ce que tu peux nous parler de cette histoire de sortir de l'arbre? Parce que je t'avoue que c'était la première fois que je l'entendais. Qu'est-ce que c'est sortir de l'arbre et on va vers la solution? Parce que je te dis, Louise, on est à on a passé l'heure, oui, je vois. donc, en fait, on peut réaliser, en fait, tu n'es pas la seule à être dans le mouvement de sortir de l'arbre. Et je pense que de nos jours, on pourrait dire que le fatalisme transgénérationnel recule. Comme on dirait que, comme on mesurerait un recul de, je ne sais pas, de quelqu'un dans les sondages, par exemple. Il recule. C'est-à-dire qu'il y a de moins en moins à l'idée qu'on peut pas se dépêtrer de ce qu'on a reçu. Parce que, en fait, quand même, le XXe siècle et le début du XXe siècle, bien, il y a eu beaucoup de gens qui ont fait du nettoyage. Ça commence à payer, il faut dire ce qu'il y a. Hein. Donc, c'est pour ça que, quand je t'ai dit, tu es prête à sortir de l'arbre, c'est-à-dire que, à quoi on sait qu'on est proche ou qu'on est dans ce mouvement-là de sortir de l'arbre? Eh bien, moi, la première chose qui me vient en tête, c'est que on ne se dit plus merde, encore une mémoire. Et zut, encore une merde. Et zut, encore une galère. On ne se dit plus ça. Ça, c'est fini. Voilà. Ça, c'est fini. On ne se situe plus comme une plateforme sur laquelle le vent arrive et balaye tout ce qu'on crée. Et même si c'est le cas, et ça veut dire qu'on a dépassé cette forme de fatalisme du transgénérationnel. Ma grand-mère a été violée, ma mère a été violée, donc je serai violée, etc. Enfin, je prends ça comme un exemple. Et donc, c'est une forme de fatalisme dans la famille. Ça arrive à tout le monde. Mais non, ce n'est pas un fatalisme. Et c'est à celle, dans ce cas-là, ou à celui, dans ce cas-là, qui, excusez-moi, mon téléphone, je reprends, c'est celle ou celui qui, dans ce cas-là, va prendre conscience que ce n'est pas une fatalité quand on prend la responsabilité de la mémoire. Donc la mémoire se réveille, on en prend la responsabilité. Et du coup, eh bien, qu'est-ce qui se passe quand elle est nettoyée? Eh bien, vous avez le pouvoir de la changer, donc de la transmettre différemment. Rappelez-vous, au tout début de mon expérience à moi, j'ai revécu mon regard de mon bébé intérieur sur ses parents. Et du coup, j'ai transformé ma mémoire que j'ai de mes parents à moi. Donc, on peut agir sur ces mémoires, c'est du vivant. Et du coup, eh bien, ça veut dire qu'on va pas les transmettre de la même façon. Elles vont pas se passer comme ça à tes enfants, par exemple. De la même façon, il y aura quelque chose qui va être éclairci, qui va être allégé. Et du coup, eh bien, on n'est plus obligé d'être enfermé dans son arbre. On en sort, en fait, on atterrit dans un arbre pour en sortir. Et pour justement se libérer des liens
qui nous ont permis de nous attacher et d'avoir un corps et d'être dans un corps. Mais après qu'on a atterri et qu'on a fait un certain travail, eh bien, on peut s'en libérer, on peut sortir. Et évidemment, c'est très jouissif hein, de sortir de l'arbre. Et d'ailleurs, c'est un des, je dirais, un des symptômes de la sortie, c'est qu'il y a une légèreté d'être qui est à la clé, quoi, qui fait partie de la vie. Il y a un émerveillement du vivant. On s'émerveille du système plutôt on s'apitoie sur son sort. C'est extraordinaire quand on y pense. Quand on y pense de comment le vivant s'enjonce constamment d'une symphonie incroyable. Et donc, on passe de l'apitoiement sur son sort, j'ai pas eu de chance, je suis mal tombée, etc., sur oh, vous êtes extraordinaire. Et je me rappelle que ce jour-là, maintenant, oh mon Dieu, qu'est-ce que... Il y a un son, je ne t'entends plus. C'est mieux comme ça? Ah, là, vas-y. Allô? Oui, je t'entends maintenant. Bon, désolé, il y a un écho, je ne sais pas quoi faire. Et rapidement, comment travailler la réunification de ces parties figées, séparées, etc., qui créent nous un couple, par exemple? Ok. Alors, je crois t'avoir compris, mais le son n'est pas bon. Je ne sais pas si mon son est pas bon. Si, le temps est bon. Ok. Donc, oui, comment travailler à la réunification des parties figées, séparées, souvent souffrantes, malmenées, mal aimées de soi. Et donc, l'autre nous fait un miroir, on va dans ses tiroirs, on fouille, on trouve, on nettoie avec la prière Ho'oponopono. Et en fait, en lien avec cette conférence et avec le pack que tu offres à tous ceux qui veulent l'acheter, eh bien, j'ai fait justement ce que j'appelle un voyage qui permet d'aller justement chercher une partie figée de soi. C'est bien de faire un item par un item, comme on dit, une mémoire par mémoire, plutôt que de vouloir tout faire en même temps. Et puis, si vous achetez le pack, eh bien, vous pouvez répéter autant de fois que vous voulez le voyage, quoi. Et donc, ça fait partie de comment réintégrer cette partie de soi. Donc, on ne peut pas faire ça ici puisque ça dure 1 heure, donc c'est évident. Mais il y a un voyage intérieur à faire pour retrouver et se réapproprier cette partie de soi et en fait de l'aimer. L'amour, c'est la guérison. C'est l'amour qui guérit. Et donc aussi, alors ça dépend de comment vous voulez travailler et ça dépend aussi comment vos centres énergétiques ont été colonisés, envahis ou pas. Alors, je vais vous proposer, parce que moi évidemment, je fais un travail personnel avec les gens, mais je ne fais pas tout et je ne peux pas tout faire. Et donc, je vais vous proposer, si vous voulez travailler sur votre centre spirituel, on va l'appeler comme ça, et en lien avec la relation amoureuse, eh bien, je vous propose d'aller voir l'école en ligne, justement, de l'école de l'amoureux, d'Aruna Lipschitz, parce que vous allez trouver, entre autres, ces 52 clés de l'amour, et là, vous allez avoir une richesse incroyable pour avancer dans votre relation.
Et en même temps, est-ce que tu peux donner quelques clés ici qui ne sont pas dans l'OPAC ni l'école, quelques clés que les gens puissent déjà ce soir mettre en pratique? Eh bien, alors, on va reprendre l'exemple. Si vous êtes dans l'exemple de la mère-enfant, de la femme-enfant, pardon. Et parce que la mère-enfant, c'est autre chose. De la femme-enfant, eh bien, c'est de vous rendre compte que vous avez du mal à recevoir. C'est de prendre conscience. Prendre conscience, c'est la première étape. Donc, c'est la première clé de toutes les clés. Tant qu'on n'en a pas conscience, on ne peut rien faire. Donc, c'est de vraiment vous asseoir avec vous-même et de vous dire, est-ce que je suis une femme mère? Est-ce que je suis une femme enfant? Est-ce que je suis une femme père? On n'en a pas parlé, mais parce qu'on n'a pas le temps de tout faire dans une heure. Mais il y a toutes ces femmes-là. Est-ce que je suis une femme sainte? Posez-vous les questions et donnez-vous des réponses. Vous avez beaucoup de réponses en vous, en fait. Donc, la clé, c'est d'aller vers vous. De ne pas aller vers l'autre. Dire, mais toi, tu fais pas ça. Ça, c'est aller vers l'autre. Ou moi, j'ai besoin de ça. Est-ce que tu peux me le donner? Parce que moi, je ne sais pas me le donner. Non, marchez vers vous. Allez vers vous. Et c'est la clé principale pour justement eh bien, prendre soin de ce qui a besoin d'être pris en compte et ce qui a besoin de monter en conscience en vous. Mais faites-vous accompagner, ça c'est une autre clé. On ne peut pas faire tout seul, tout seul. C'est pour ça que je voulais amener l'école en ligne avec Aruna et Cheats. Ah. Alors, moi, c'est Cécile, c'est ça son nom? Cindy. Alors, Cindy. Alors, Cindy, lorsqu'on a cette sensation de ne pas appartenir, en fait, d'être d'ailleurs et de nulle part, lorsque vous travaillez sur votre arbre, il faut aller chercher les générations qui, justement, se sont déracinées, concrètement. C'est-à-dire qu'il y a eu un déménagement important. Donc, des fois, c'est de continent, c'est-à-dire il y a un changement de langue, il y a un changement de territoire. Et que quelque part, eh bien, l'enracinement dans le nouvel endroit ne s'est pas produit. Donc, ça traîne dans l'arbre, quoi. Et donc, je vous proposerais d'aller dans cette direction, de penser à, alors c'est où dans mon arbre qu'il y a eu une émigration. Alors ça, c'est directement en lien avec l'arbre. Évidemment, on pourrait parler d'autres choses, mais bon, on ne va pas rentrer dans les détails personnels, mais en lien avec l'arbre, le déracinement, ben oui, un déracinement, ça existe et c'est un changement physique d'environnement. Ok, merci. Alors, quelqu'un qui dit, dans ma famille, toutes les femmes sont trompées. Comment faire pour créer des liens de guérison? Alors, toutes les femmes dans sa famille ont été trompées et elles ne parlent pas d'elles-mêmes, donc on ne sait pas. On comprend qu'elles-mêmes aussi. D'accord. Je crois qu'elles-mêmes aussi. Donc, il y a une grosse mémoire à la trahison, hein, et du coup, guérir une mémoire de trahison, c'est dans la pratique Ho'oponopono, il faut s'adresser à votre petite qui la porte. C'est-à-dire que tant que vous voyez la trahison à l'extérieur, c'est-à-dire c'est lui qui m'a trahi, eh bien vous ignorez la trahison intérieure. Donc du coup, c'est comme si vous regardez dans le miroir et puis vous voulez remettre vos cheveux en place. J'adore cette image. Et en fait, vous brossez le miroir. Alors si je brosse le miroir, là, il ne se passe rien sur mes cheveux. Donc,
il faut sortir du miroir, il faut aller en soi. C'est-à-dire que s'il y a encore des trahisons dans votre vie, c'est-à-dire que la mémoire de la trahison est encore là et qu'il va falloir aller la nettoyer. Donc avec l'outil Ho'oponopono, c'est un outil des plus puissants pour nettoyer ce genre de mémoire. Est-ce que Vraiment. tu peux nous donner un exemple de comment on peut faire? Alors, oui, alors vous vous adressez à votre petite. C'est-à-dire que la petite intérieure, elle porte la mémoire de la trahison. Donc, le conscient, c'est la mère. L'inconscient, c'est l'enfant. C'est votre enfant intérieur. Et vous avez le choix, en tant que mère, en tant que conscient, de négliger l'inconscient, la petite. Ça, c'est un choix. Ou d'en prendre soin. Si vous voulez en prendre soin, si vous vous attachez à penser que les autres sont des salauds, par exemple, parce qu'ils trompent, eh bien, vous ne prenez pas soin. Vous ignorez l'enfant. Ça, c'est être dans l'ignorance de besoin de l'enfant intérieur. Donc, il va falloir voir qu'est-ce que vous faites de vos pensées par rapport à ceux qu'on dit des trompeurs ou des salauds. Bref, vous connaissez le vocabulaire associé. Donc, il faut sortir, de laisser tomber l'extérieur pour aller vers l'intérieur. Et c'est la mère, donc c'est le conscient qui va vers l'inconscient et qui dit je suis désolée. Donc la prière, je vais la donner, tant qu'à faire. Je suis désolée, s'il te plaît, pardonne-moi, je t'aime, merci. C'est une prière très très simple. Et vous êtes désolé vis-à-vis de cet enfant intérieur qui porte la mémoire de la trahison et qui essaye de dire et d'utiliser des haut-parleurs. Donc, ceux qui vous trahissent sont des haut-parleurs. Ils sont conscients ou pas, incompétents consciemment et compétents inconsciemment, voilà, c'est ce que je veux dire, à vous réveiller dans cette mémoire. Donc, et c'est une chose de savoir que vos ancêtres ont été trompés. C'est une autre chose d'aller vers celle qui porte la blessure et d'être en lien avec cette partie de vous. Parce que si vous êtes que dans le récit, le narratif, eh bien, ça guérit pas le narratif. Ça se répète, on passe l'histoire, oui, ta grand-mère s'est fait violer, ta mère s'est fait violer, etc. Ou s'est fait tromper, etc. Ça guérit pas. Il faut aller vers la petite. Il faut lui donner de l'amour. Voilà. Donc, si vous allez vers la petite qui porte la trahison, et vous lui dites, je suis désolée, je m'occupais du trompeur au lieu de m'occuper de toi. Maintenant, je suis là. Je vais m'occuper de toi. Pardonne-moi. Et vous lui demandez pardon à la petite. Vous ne demandez pas pardon à la grand-mère ou à qui que ce soit d'autre. C'est à la petite enfant. C'est la petite qui porte toutes les mémoires du monde. C'est très lourd. Merci, merci Louise. Mm-hmm. Alors, quelqu'un qui dit qu'elle n'a pas compris comment ça marche les liens qui libèrent. Comment ça marche les liens qui libèrent? Oui. Eh bien un lien qui libère, c'est un lien conscient. Un lien qui attache, c'est un lien inconscient. Donc, évidemment, on a des liens inconscients avec des mémoires inconscientes. On est en lien extérieur avec un homme, une femme, en amour, en désamour, en tout ce que vous voulez. Cette personne nous fait un miroir. Et du coup, on accepte. Alors ça, c'est le début de la libération. C'est d'accepter qu'on vient de recevoir un miroir. C'est-à-dire qu'on vient de se voir. On vient de voir quelque chose qui n'est pas souvent beau à voir. Et qu'on en prend la responsabilité. Oui, c'est en moi. Je porte ça. Ça ne veut pas dire que je le veux, mais ça veut dire que je le porte. Donc, si je le porte, ben, je peux le déposer. Donc, on va dans ce sens-là, donc on commence la libération. C'est-à-dire que du lien qui attache à une mémoire, on commence à travailler, à prendre conscience, à voir comment elle s'exprime, cette mémoire, dans vos pensées, dans vos réactions, dans vos sentiments, dans vos émotions, dans votre façon de faire,
dans vos désirs, et vous la voyez à l'œuvre. Et plus vous la voyez, moins elle va avoir pouvoir sur vous. Donc, vous commencez à vous en libérer. Donc, les liens qui vous attachaient et qui vous reliaient à cette partie de vous figée, non pas aimée, ou tout ce que vous voulez, eh bien, commencent à se délier. Donc, vous allez vers la libération. Et c'est un lien, le lien qui libère, c'est aussi le lien évidemment avec l'autre qui fait son travail à lui et vous faites le vôtre. Et du coup, vous êtes en lien, mais vos liens vous emmènent de plus en plus vers une libération. Justement, une libération du poids de l'arbre, du poids des karmas, ce qui vous attache parce que c'est inconscient. Est-ce que c'est plus clair? Oui, c'est plus clair, c'est plus clair. Louise, on est arrivé à la fin du temps. On peut continuer à parler longtemps parce que c'est un sujet passionnant. Je m'attends bon, il y a un temps pour le replay de pas plus d'une heure et demie. Est-ce que tu veux nous donner quelques mots comme conclusion avant de nous quitter? Eh bien oui, j'aimerais, j'ai trouvé en fait une citation. Et c'est cette citation avec laquelle j'aimerais conclure à notre échange d'aujourd'hui. Alors cette citation d'Alejandro Jodorowsky, et elle justement, elle vient du livre La famille, un trésor, un piège. Ça, si vous voulez vous attaquer à un livre sur le transgénérationnel, la généalogie, il est formidable. Alors voilà ce qu'il nous dit. Chacun de nous est à la fois l'enfant de ses parents et une création de l'univers qui dépasse la volonté individuelle des parents. Le passé cherche à imposer un sens au futur, mais c'est en réalité le futur qui donne un sens au passé en lui accordant une signification nouvelle. Voilà. Wow! À méditer. À méditer. Merci beaucoup, Louise. Merci à vous. Je vous invite, en fait, je l'ai dit déjà avec Mina, mais il y a eu aussi beaucoup de personnes qui nous ont suivis ce soir, à vous laisser traverser par tous ces mots, parce que tout ce que Louise est en train de dire, et que Mina dit, que Diana dit, que Cristina Marquez a dit, que les autres vont dire, ça parle à nos cellules. Donc, il y a déjà une information, je ne sais pas si tu es d'accord avec ça, Louise, qui est en train de circuler à travers vous pendant toute cette semaine. Et ça va créer du mouvement, de cette mémoire enquistée que tu disais, ça crée déjà du mouvement parce que c'est quoi le traumatisme, c'est quoi la blessure, c'est le figement. Et donc, laissez-vous traverser par toutes ces paroles, par toutes ces informations, par tous ces messages, en fait, parce qu'il y a déjà un premier travail qui se fait de cette façon. Et parfois, pour certains, ce travail est très profond. Hein. J'ai des personnes qui me font des retours. Waouh, j'ai eu une épiphanie en entendant Louise Zolan ou je ne sais pas quoi. Ça, voilà, des choses qui peuvent vraiment s'ouvrir en vous. Rien rien non, parce que c'est beaucoup. Hein. Il y a beaucoup plus qu'on peut le penser dans ce que nous sommes en train de faire. Et je vous invite aussi à noter ce qui arrive quand vous êtes en train d'écouter une conférence ou dans une heure, vous allez avoir une fulgurance comme ça qui arrive, parce qu'il y a quelque chose qui te touche en vous. Et voilà, je vous invite demain à continuer ce parcours initiatique que nous avons commencé hier avec les blessures. Aujourd'hui aussi, on a continué à parler de ce qui nous empêche d'être en relation, parce que je suis convaincue que l'être humain est amour et que nous sommes nés
pour l'amour et que l'amour, c'est notre destin. Sauf que, mémoire, blessure, pas, je sais pas quoi. Et nous allons continuer notre voyage initiatique. Demain, on va déployer les ailes de l'amour. On va commencer à parler du couple. Donc, on a préparé le terrain du couple. Et demain, je vais vous dire tout de suite, je l'ai ici. On va à 18h, on va voir Dominique Vincent, que c'est vraiment une merveille. Vous allez voir l'amour, état d'être, relations à 18h. Et à 20h, David et Mathilde Aeolia, peut-être vous l'avez entendu parler, elles vont nous faire un soin, comment guérir son couple antérieur et vivre le grand amour. Et nous allons recevoir un soin vibratoire. Mathilde a une voix incroyable. Elle va nous faire un soin vibratoire pour continuer le nettoyage de toutes ces mémoires, de toutes ces blessures de corps, etc., de toutes ces balises, avec lesquelles on va dans la vie, pour pouvoir nous préparer à l'amour. Parce que, je vous dis, pour moi, c'est à la portée de tous. Et c'est l'intention de cette semaine. Je te remercie, Louise, pour faire partie. Moi aussi. Merci à tous et à toutes. Pour faire partie des éclaireurs de cette semaine, hein, de ceux qui sont en train de répandre la lumière, parce que je crois qu'il y a beaucoup de gens qui résonnent. Je sais pas, j'ai ce sentiment et c'est ça qui m'a mené à créer cette semaine. Beaucoup de gens qui qu'il y a quelque chose de beaucoup plus profond, de beaucoup plus grand au niveau de l'amour, hein, qui est possible et qui sont en train de chercher et parfois ne savent pas comment. Et donc, toutes ces personnes, on est nombreux, hein, à se connecter. Il y a eu plus de 30 000 inscrits. Créent un vortex qui font que la vibration de cet amour, de qualité, de cet amour de qualité, que nous sommes en train de parler, de l'amour sacré, soit possible. Nous sommes en train de créer un vortex. Continuez, s'il vous plaît, à nous aider à descendre, à incarner cet amour, que c'est le nouveau monde. Hein? On parle le nouveau monde, ça fait partie. Et donc, je vous donne rendez-vous à demain pour continuer notre petit voyage. Et merci, Louise. Merci à tous. Et à très bientôt.